Oui, accord à l'arraché sur le 6e plan de sanctions européen contre la Russie. Tout d'abord, embargo progressif sur le pétrole russe. 90% des importations seront arrêtées d'ici la fin de l'année, avec une exemption temporaire pour le pétrole acheminé par oléoduc, afin de lever le veto de Budapest, et un veto qui concernait notamment la Hongrie, la Tchéquie et la Slovaquie. Autre sanction, l'exclusion de 3 banques russes du système financier SWIFT, dont Sberbank, la principale banque du pays, et un élargissement de la liste noire des personnalités à une 60aine de personnalités en plus, dont le patriarche Kirill, le chef de l'église orthodoxe russe. D'où notre premier débat, un 6e plan européen de sanctions contre la Russie. Croyez-vous en son efficacité? Et vous êtes 97,5% à dire non. Vous pouvez réagir au 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux. Avec nous, Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS, Institut de recherche internationale et stratégique. Sylvie Matelli, bonsoir. Bonsoir. 3 mois de guerre, un 6e plan. Les 5 premiers ont-ils eu une quelconque efficacité? C'est à moi que vous posez la question. Absolument. Eh bien, écoutez, qu'est-ce qu'on appelle efficacité? C'est aussi ça le cœur du sujet. Si l'efficacité, c'était de faire partir Vladimir Poutine, je pense que personne n'en a rêvé et que personne n'y a cru. Si l'efficacité, c'était de faire cesser le conflit, eh bien là, on aurait pu imaginer que ça puisse fonctionner, mais peut-être qu'il aurait fallu offrir en fait une porte de sortie, et je crois que c'est la question qui se pose aujourd'hui. Quelle porte de sortie à ce conflit? Est-ce que les sanctions participent à orienter vers une porte de sortie? L'efficacité, ça peut être aussi apprécié par les effets que peuvent avoir ces sanctions sur l'économie russe. Or ça, on a très peu de retours et très peu d'informations. On sait que la Banque centrale russe a très bien géré ces sanctions et que le rouble est revenu à son niveau d'avant-guerre, que les investisseurs ont été rassurés par cette prise en main très ferme de la politique monétaire par la Banque centrale. Maintenant, on ne sait pas quel est le quotidien des Russes et comment ils subissent, s'ils subissent l'inflation, s'ils sont aidés par les pouvoirs publics, ce qui est probable, etc. Et puis surtout, on ne voit pas ce que vont donner, quelles vont être les conséquences de ces sanctions dans le long terme. Les sanctions, ça ne fonctionne jamais instantanément, ça ne fonctionne jamais là où on les attend. Par contre, c'est vrai qu'à un moment donné, c'est aussi un signal que l'on donne à d'autres pays qui pourraient avoir des velléités d'agresser leurs voisins, et ça leur signifie qu'on est très fort et qu'on peut sanctionner, et qu'on est très fort, qu'on peut surtout sanctionner et qu'on ne laisse pas faire impunément n'importe quoi. Ça a joué par exemple de manière très nette sur la Chine par rapport à sa volonté éventuelle d'envahir Taïwan. Donc de ce point de vue, si on considérait que la sanction avait pour but de limiter les ambitions chinoises, ça semble pour l'instant avoir fonctionné. Philippe Bilger. Madame, si vous connaissez parfaitement les plans, et on parle du 6e, hein, c'est ça. Oui. Est-ce qu'à votre avis, leur succession a été cohérente? Et je précise un peu ma question. Est-ce que vous estimez qu'il y a une gradation logique intéressante dans leur gravité, dans leur intensité, ou est-ce que le simple fait qu'on arrive au 6e aujourd'hui montre que les précédents n'ont pas eu l'impact désiré, même si j'ai bien compris votre propos disant qu'il faut de toute manière attendre pour déterminer les effets de ces plans. Mais est-ce qu'au fond, c'est un 6e plan de désespoir ou un 6e plan qui ajoute une pierre importante au dispositif? Sylvie Matelli. Alors, oui, merci. Vous posez la question fondamentale. C'est même la question bien plus importante et bien plus essentielle que la question de l'efficacité des sanctions. C'est où va-t-on, que veut-on? Et je crois que la difficulté que l'on a, nous, Européens, ou nous, Occidentaux en général, c'est qu'on utilise, il ne faut pas se raconter des histoires, on utilise aujourd'hui l'arme des sanctions parce qu'il n'est pas question que nous intervenions directement dans ce conflit. Donc les sanctions, ces 20 dernières années ont été un palliatif pour une non-intervention militaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait fallu intervenir. On a vu les problèmes que pose une intervention, une opération extérieure dans une guerre, mais simplement aujourd'hui la sanction vient
compenser le fait que de toute façon on ne veut pas y aller militairement. Donc déjà c'est un aveu de faiblesse. Et il y a un autre aveu de faiblesse dans la sanction et quand on impose des sanctions, c'est le fait qu'on sait qu'à un moment donné ces sanctions vont avoir un coût aussi pour nous qui imposons ces sanctions. Et on sait, et ça Vladimir Poutine nous l'a dit dès le début du conflit, on sait qu'on est moins résilient, si vous me permettez cette expression souvent utilisée, que les Russes qui sont habitués à se serrer la ceinture depuis des années. Nous on est habitués à un certain confort de vie et finalement les conséquences économiques des sanctions que nous prononçons, on n'est peut-être pas prête à les supporter toutes. C'est notre point faible et c'est bien pour ça qu'il y a eu ces gradations de sanctions. C'est qu'on a frappé très fort au départ, mais sur des choses qui nous touchaient assez peu. Et puis on s'aperçoit que quand on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence à toucher le pétrole et le gaz, qui pour le coup pourrait être un coup fatal pour Vladimir Poutine, pour le coup aurait des effets extrêmement importants, mais là on est un petit peu plus prudent parce que est-ce qu'on est prêt à se priver de chauffage, est-ce qu'on est prêt à fermer des usines parce qu'il n'y aura plus assez d'électricité, et là on se rend compte qu'on est très 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 divisé. Et en fait là où vous touchez un point sensible, c'est que il va peut-être falloir réfléchir dans l'élaboration de prochaines salves de sanctions. Je pense qu'on arrive au bout de la logique et qu'on va être de plus en plus divisé parce qu'on a touché tout ce qui faisait pas très mal. Il va falloir rentrer dans ce qui fait très très mal et là on n'est pas tous d'accord. Caroline Pilastre. Ma question justement, madame, elle est dans ce sens. Vous qui êtes une spécialiste, pensez-vous qu'il faut rester prudent avec l'interdiction européenne complète des importations de pétrole ? Je pense que si on était dans une logique d'efficacité des sanctions, et ça c'est pas moi la spécialiste ou pas spécialiste, c'est gentil de me qualifier ainsi, mais je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que la sanction ultime, ce serait cette sanction qui viendrait à cesser, à faire un embargo sur le pétrole et le gaz, parce que ça priverait l'État russe d'une grande partie de ses ressources. Je crois qu'aujourd'hui c'est 37% des ressources de l'État russe, pas de la Russie, de l'État, des pouvoirs publics, donc des ressources et recettes qui vont financer la dépense militaire, et bien 37%, c'est-à-dire presque 4 euros ou 4 roubles si vous préférez sur 10, qui proviennent des recettes d'exportation du pétrole et du gaz. Donc il faudrait y aller, il faudrait faire ça. Or, on sait que ça nous coûtera très très cher et on n'est pas prêt à y aller. Donc effectivement, c'est le cœur du sujet. Est-ce qu'on est capable de payer le prix, d'aller jusqu'au bout de notre volonté d'arrêter Vladimir Poutine dans ce conflit. Madame, je suis pas d'accord avec vous parce que dans votre raisonnement, vous ne parlez pas de la réversibilité. C'est-à-dire, on peut pas faire un embargo total sur le gaz ou le pétrole parce qu'on ne parle que pour l'Ouest. Quand on ne peut pas parler à la place de l'Asie qui n'est pas en guerre avec la Russie. Ce qu'il faut regarder, c'est que sur le gaz, quand nous on a commencé à mettre des sanctions sur le gaz, immédiatement la Russie s'est tournée vers la Chine qui est très demandeuse. Donc on n'a pas la main. Pour le pétrole, en revanche, on sait, les spécialistes le disent, vous êtes spécialiste, puis il y a d'autres spécialistes qui disent que, en revanche, les Chinois sont nettement moins demandeurs de pétrole russe parce qu'ils ont du mal à le convoyer. Voilà, parce que ça se fait par la mer. Donc dans votre raisonnement, il y a, à mon avis, il faut introduire la notion de réversibilité. On n'a pas la main pour faire un embargo mondial, et on l'aura jamais. Sylvie Matelli. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et dans l'efficacité, nous, on avait fait il y a quelques années à l'IRIS une étude sur la performance des sanctions. Je préférais parler de performance que d'efficacité. Et on étudiait 3 facteurs. On étudiait l'efficacité. Est-ce que ça marche ou ça marche pas en fonction des objectifs qu'on s'est fixés? L'impact que ça pouvait avoir sur le pays qui sanctionne, le coût des sanctions. Et puis, on a étudié un troisième élément. C'était une sorte de triangle. C'était la capacité, l'insertion du pays dans la mondialisation et la capacité qu'il pouvait avoir à contourner les sanctions, le pays sanctionné. Et c'est vrai qu'on est au cœur du sujet. Et là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'à moyen terme, il est clair qu'un embargo sur le pétrole et le gaz doit s'accompagner d'une porte de sortie, d'une possibilité de lever les sanctions s'il y a une réaction et une bonne réaction du côté russe, parce qu'on sait très bien qu'une sanction aussi dramatique, aussi forte, va avoir un coût très très fort pour nous et qu'il faut qu'elle fonctionne très
rapidement, que très rapidement, elles permettent d'arrêter le conflit, parce que le contournement, il s'inscrit dans la durée. À court terme, c'est compliqué de vendre son gaz ou son pétrole à d'autres pays. À moyen ou long terme, il y aura des débouchés pour le pétrole russe, et effectivement, l'embargo perdra en efficacité au fur et à mesure. Là, vous avez complètement raison, et c'est quelque chose qu'il faut effectivement envisager. Comment on sort de ces sanctions à moyen terme, et comment on assure finalement le retour à des relations plus apaisées. Philippe Bilger veut réagir. Comment voyez-vous, madame, l'état d'âme, l'état d'esprit d'un Vladimir Poutine qui, comme vous l'avez très bien dit, perçoit vraisemblablement ce que les sanctions ont de palliatif par rapport à une intervention militaire qu'on ne peut pas faire? Et est-ce que, à la limite, ça ne le renforce pas dans sa détermination, puisqu'il sait qu'il va demeurer légitimement tranquille sur le plan qui le préoccuperait au plus haut point? Sylvie Matelli. Merci. Alors, je ne suis pas dans la tête de Vladimir Poutine, et je crois que c'est un personnage dont on peut dire, oui, je vais essayer, dont on peut dire qu'il est difficile à comprendre. Il y a deux éléments qui interviennent. Je pense que vous avez raison sur la partie, je pourrais me dire, s'il avait des moustaches, je pourrais dire il doit se friser les moustaches aujourd'hui, parce qu'il se rend compte que plus on amplifie les sanctions, plus ça devient difficile pour nous de s'accorder, et il se dit que le temps joue en sa faveur. Là où le temps ne joue probablement pas en sa faveur, c'est sur l'impact des sanctions sur sa population. Et là, on a très peu d'informations, mais moi, je pense que la vie des Russes aujourd'hui ne doit pas être facile. On nous parle des grandes villes où finalement les choses n'ont pas beaucoup changé. Il n'y a pas que les grandes villes en Russie. Il y a des gens qui souffrent et qui subissent une situation économique catastrophique depuis quasiment 30 ans. Le PIB de la Russie aujourd'hui est quasiment équivalent à ce qu'il était au sortir de la guerre froide. Et ça veut dire qu'il y a des populations qui sont quand même en grande difficulté depuis des années. Caroline Pilas veut réagir. Oui, c'est vrai que nous, Européens, on sait que nous sommes dépendants, évidemment, de la Russie et de l'Ukraine. L'Ukraine pour le grenier du blé, et la Russie pour tout ce qui est et aussi pour le blé. Gaz, électricité aussi. Mais nous, en France, on a la chance, entre guillemets, d'en être dépendant qu'à 17%. L'Allemagne, on sait que c'est un Allemand sur deux, donc c'est 50%. Ils sont en train d'essayer de trouver des solutions alternatives à cette crise. Maintenant, on parle de Poutine, mais on sait très bien qu'il est insaisissable et que, de toute manière, il ira jusqu'au bout de ce qu'il veut faire depuis le départ avec l'Ukraine, et il ne reviendra pas en arrière puisque c'est un rapport de force dans lequel il est depuis 3 mois. Donc on peut essayer d'avoir autant de pourparlers et d'être dans un dialogue autant que possible avec lui, il aura bien le dernier mot. Et puis alors moi ce qui me dérange, c'est quand on entend qu'il est esseulé et isolé, mais pas du tout. Vous avez quand même une partie du monde et qui compte, la Chine, comme le Brésil, l'Inde, exactement, l'Inde, des pays pas du tout peuplés, la Chine et l'Inde, d'Amérique du Sud, des pays musulmans qui sont avec lui ou qui n'osent pas encore réagir par rapport à ce que vit l'Europe, par rapport à l'Ukraine, si vous voulez, par extension. Donc on ne sait pas comment ça va se finir et surtout quand ça va se finir. Et moi je me dis que, alors évidemment à notre petit niveau, on va subir cette crise au niveau du nucléaire à la rentrée lorsqu'on aura sans doute un hiver rude. Et là on verra en termes d'hyperinflation encore plus la facture augmenter. Surtout avec le nombre de réacteurs qu'on a en travaux. Sylvie Matelli, c'est vrai qu'il n'est pas si isolé que ça, Poutine. Alors, oui et non. C'est-à-dire, c'est vrai que vous avez un certain nombre de pays qui ne nous soutiennent pas, qui ont voté, qui ont condamné l'agression de la Russie en Ukraine, qui ont demandé des comptes à Vladimir Poutine. Simplement, quand il a été question de soutenir nos sanctions, ils s'y sont refusés. Alors moi, je ne suis pas sûre qu'ils s'y soient refusés parce qu'ils soutiennent Vladimir Poutine. Je pense que c'était déjà très courageux pour de refuser de nous soutenir parce qu'il y a eu des pressions des Occidentaux sur ces pays et probablement des chantages pour que ces pays nous soutiennent. Ils ont eu le courage d'aller jusqu'au bout et leur logique et les explications qu'ils donnent, c'est le fait que nous, on impose des sanctions qui de fait nous pèseront, vous l'avez très bien dit madame, pèseront très très peu sur notre mode de vie et sur nos vies, quelques petites augmentations, mais qui par contre vont avoir des conséquences dramatiques dans ces pays-là. Et c'est toujours pareil en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours les pays les moins favorisés qui subissent le plus les contre-coups de la géopolitique et des relations internationales. Et je crois qu'il y a un moment donné, ils ont eu le courage de dire stop, ça suffit, arrêtez ce type de politique, soyez plus dans la coopération, soyez plus dans la collaboration et le multilatéralisme.
multilatéralisme, parce que nous, on va en payer le prix fort. On le voit aujourd'hui, hein, avec les famines qui s'annoncent et toutes les conséquences de cette guerre. Boris Faure, très court, s'il vous plaît. Très court, merci les États-Unis et leurs moyens de renseignement qui ont permis de décapiter une partie de l'état-major militaire russe, puisqu'il y a eu un nombre record de généraux tués, des agresseurs, puisque moi je veux pas parler de collaboration ou de concertation, il y a un agresseur, un agressé, voilà, et dans cette guerre c'est évident. Donc il faut taper. Merci beaucoup Sylvie Matelli, directrice adjointe de l'IRIS. Vous avez dit que peut-être Poutine se frisait les moustaches, mais peut-être que demain les Russes vont dire les sanctions, la barbe. Verdict sur Twitter. Croyez-vous en l'efficacité du 6e plan européen de sanctions contre la Russie? Vous êtes 97,6% à dire non. On se retrouve tout de suite avec la chronique de Frédéric Brindel.